Bon, eh bien, très bonne année à tous. Il est 14h05. Je vous propose qu'on démarre. Donc, moi, je suis Karine Dupuis. Je suis la déléguée générale de l'IRDSU. Je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième décryptage de l'IRDSU. Très bonne année 2021 à tous et toutes. Hein. On reviendra pas sur 2020. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, très brièvement vous rappeler ce que c'est ce nouveau rendez-vous. Autour d'un sujet d'actualité, c'est un temps d'échange entre pairs, appuyé par l'éclairage d'un chercheur ou d'un expert. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Romain Briot de la DCF qui sourit au terme d'expert. Bonjour Romain. L'objectif, c'est de croiser nos questionnements, nos points de vue, les informations que nous détenons chacun sur notre territoire, et pour identifier ensemble les sujets que vous souhaitez, que la communauté des professionnels du DSU souhaite pouvoir continuer à traiter et co-construire des réponses sur ces sujets d'actualité. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le contrat, ou plutôt les contrats. Effectivement, on s'apprêtait tous à nous engager dans l'évaluation finale du contrat de ville, dans la préparation de l'après 2022, et nous avons vu surgir au dernier trimestre 2020 le contrat de relance et de transition énergétique qui vient questionner à la fois la philosophie, la méthode, le calendrier. Donc l'idée, c'est effectivement qu'on puisse aujourd'hui déblayer un peu ce sujet. Et pour ça, je vais passer la parole à Khalid Ida Ali, qui est président de l'IRDSU et chef de projet politique de la ville à Vitry-le-François. Oui, bonjour tout le monde et meilleurs vœux pour 2021. Donc effectivement, décryptage, ça a vraiment cette fonction-là de pouvoir nous éclairer, nous donner des éléments en copartageant. On a eu une première édition la dernière fois sur les questions de laïcité, valeurs de la République et toute l'actualité qui a accompagné les derniers événements, qui a été hyper productive et qui d'ailleurs a été la première pierre d'une série qui va suivre. On en a encore parlé dernièrement avec le bureau de l'IRDSU. Et donc là, on s'est posé la question de la contractualisation. Donc on a le plaisir d'accueillir Romain Briot, qui était venu avec le collègue Emmanuel Hérault, et du coup j'oublie toujours l'acronyme, de France Urbaine, lors de notre dernier conseil d'administration, et on a échangé largement sur les enjeux de la contractualisation, des contractualisations. Et on est tous attachés en tant que médiateurs du changement, puisque c'est un peu ce que l'on est en étant agent de développement et travailler sur nos territoires, sur la conduite du changement et j'allais dire la manière dont on réussit à l'assurer. Et la question de la contractualisation, elle est au cœur de tout ça. Et j'allais dire souvent, les gens qui me connaissent m'entendent faire référence au Messie de la politique de la ville. Quand on parle des agents ou des acteurs, souvent, on a tendance à chercher le bon positionnement, la bonne posture, quelle est la bonne personne qui va assurer des résultats opérationnels et concrets en matière de politique de la ville. Tantôt c'est l'élu, tantôt c'est le technicien, tantôt c'est l'associatif, tantôt c'est l'habitant. Alors que finalement, quand on est au cœur du process, on sait bien que c'est une coopération de tous ces acteurs-là qui fait en sorte que quelque chose marche ou ne marche pas au territoire. Et donc, c'est une illusion que d'attendre un Messie. Et j'allais dire, en matière de contractualisation, c'est aussi un peu la même chose. On a chaque fois un contrat nouveau qui arrive et qui est censé être le contrat qui va nous permettre de réussir la transition de nos territoires. Je le dis avec un peu d'amertume parce que j'avais beaucoup d'espoir au travers du contrat de ville qui, moi, en tout cas, m'avait donné le sentiment d'avoir été plutôt bien pensé, plutôt bien écrit, finalement, avec cette vocation à être intégrante, un contrat unique et global qui permettait d'imposer finalement une approche territoriale globale pour penser la question des quartiers avec vraiment des choses qui étaient, je ne vais pas dire révolutionnaires, puisque c'était quelque chose qui était écrit dès le départ de la politique de la ville, mais en tout cas qui avait l'ambition de formaliser dans un contrat en disant on sait que l'implicite n'a pas fonctionné au travers du contrat urbain de cause sociale, au travers du contrat de ville numéro 1. Ben cette année, on va essayer au travers de ce contrat de ville-là de le formaliser en allant même très loin dans le cadre par exemple de la participation des habitants en essayant de donner un contour
qui a pris la forme des conseils citoyens. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, c'est vrai que je reconnaissais au contrat de ville une intention, voilà, et une méthode plutôt vertueuse. Et on a bien vu qu'il ne suffit pas de contractualiser finalement pour engager avec nous les territoires, qui finalement a été très loin dans l'élaboration de son projet de territoire, qui a vraiment été dans la coopération et, j'allais dire, le fait de faire fondre tous les contrats, puisque c'était possible déjà à l'époque du contrat de ville, faire en sorte que le SCOT, que toutes les contractualisations ad hoc et annexes puissent être pensées au travers du contrat de ville, qui l'a réellement fait. Et on peut même se dire, finalement, au travers de la contractualisation qui a été signée entre tous les partenaires, qui a réussi à avoir une vraie adhésion et un vrai engagement de tous les partenaires signataires autour de la table. Moi, mon contrat de ville, par exemple, à Vitry-François, il a été signé par 16 acteurs partenaires, dont la région, le département, les différentes chambres consulaires, etc. Alors que pour le coup, je me suis rendu compte que, en fait, il suffit pas de signer et il suffit pas que l'État soit autour de la table pour assurer un engagement des partenaires. Et donc voilà, on connaît l'actualité, on connaît finalement les différents enjeux. Apparaît ce contrat, ce nouveau contrat, le contrat relance et transition écologique. Et il apparaissait pour nous, en tout cas, c'était pas inutile et plutôt opportun que de pouvoir échanger là-dessus. C'est pour ça qu'on a invité Romain, qu'on puisse vraiment essayer d'étudier finalement, de comprendre les mécaniques de ce nouveau contrat-là, d'essayer de faire en sorte que si, pour le coup, il soit, s'il est porteur vraiment de nouveautés, d'innovations vertueuses, qu'on puisse, nous, en tant qu'acteurs, pouvoir les mettre en œuvre et essayer d'être facilitants sur les territoires, et que ça n'apparaisse pas comme comme un ovni qui serait encore descendant du national, un peu comme le parc de Dijon qui, pour beaucoup de territoires, est apparu un peu comme un cheveu dans la soupe finalement. En plus de toute notre actualité, nos réalités locales, nos programmations, etc., venir alimenter le millefeuille dont on souffre dans le cadre de la politique de la ville. Donc l'idée, c'est vraiment ça, se poser la question, se donner du temps pour étudier cette chose-là et voir dans quelle mesure on pourrait la mettre au service du projet de territoire, puisqu'on est tous convaincus autour de nos plateformes qu'il n'y a que comme ça qu'on réussira à obtenir le changement et le développement vertueux de nos travaux. Donc Romain, un grand merci pour ce temps-là. Bienvenue et sans plus attendre, je te laisse la parole. Merci Khalid, bonjour à toutes et tous. Très belle année 2021. Avec Karine, donc on a préparé ce temps d'échange. Effectivement, c'est fabuleux de passer du sujet de la laïcité à un sujet un peu plus, comment dire, bon, non pas abstrait, mais un peu plus ou abscon, mais c'est important quand même de parler contractualisation. Et puis derrière, ça touche bien sûr à la gouvernance institutionnelle et à l'organisation de nos territoires et de la relation avec l'État pour nos politiques et nos projets. Sur ce que tu viens de dire, Khalid, sur le Messie, le contrat, en majuscule, tu résumes exactement l'ambiance actuelle. Et il se trouve que moi, ce matin, j'ai un peu pris une douche froide parce que cette notion de contrat global, je pense pour celles et ceux qui me connaissent un peu, ça fait, je crois, 3 ans que je répète la même chose. Effectivement, c'est quelque chose que promeut la DCF, les Intercommunalités de France, depuis très longtemps, parce qu'on y croit, parce qu'on souhaite absolument la fin, la mort du système des appels à projets verticaux, des appels à projets descendants, qui mettent en tension, qui mettent en concurrence, qui fragmentent la politique publique. Là, je parle bien de toute politique publique confondue. Et on sent bien qu'il faut restaurer de la confiance entre État et collectivités locales. Et pour nous, la démarche contractuelle est la plus légitime, voire même la plus innovante, alors que c'est la plus ancienne, historiquement. Et d'ailleurs, et c'est intéressant quand même, dans ce domaine de la contractualisation, toute politique publique confondue, les élus et les professionnels de la politique de la ville sont fort probablement ceux qui l'ont le plus utilisé et qui en sont les plus spécialistes.
voilà pourquoi c'est d'autant plus important et c'est d'autant plus opportun que vous mettiez à l'agenda de vos travaux le contrat de relance et de transition écologique, parce que moi j'ai l'intuition que nos territoires, mais aussi nos services de l'État auront besoin de l'expertise des élus, des professionnels de la politique de la ville pour peut-être aussi faire en sorte, peut-être pas que ce contrat soit le contrat Messi, mais qu'au moins ce contrat-là, le contrat de relance et de transition écologique, ne soit pas juste un contrat de plus, juste un millefeuille de plus. Et quand je parle de douche froide, c'est ce matin, je réunissais à nouveau on a un petit groupe de travail d'une dizaine de DGS et DGA que j'avais réuni déjà il y a plus d'1 an et demi sur l'idée du contrat global. Et aujourd'hui, cette idée, cette notion de contrat global, elle existe. En tout cas, elle va exister via ce contrat de relance et de transition écologique. Il y a 1 an et demi, on était tous très enthousiastes, on était volontaires, on avait la niaque, on voyait bien l'utilité de ce contrat global. Ce matin, alors même que ça y est, on touche au but, et ben l'ambiance était à la défiance. L'ambiance était on faisait un tour de table de comment se passent les relations avec le préfet de département ou les référents du préfet de département, puisque c'est à cette échelle-là que se joue le contrat de relance. Ben, on voit bien que bon, on est encore début janvier, mais qu'on n'est pas au rendez-vous, que les services de l'État ne sont pas au rendez-vous, et qu'on s'oriente vers un contrat de plus. Et si c'est ça, c'est mort, enfin, c'est désespérant. Donc, j'étais plus enthousiaste mercredi quand on en a discuté avec Karine, parce que j'y crois à mort, comme c'est les nuls. Et là, on sent bien qu'on est rattrapé par les postures, par les dogmes, par toujours les mêmes freins, toujours les mêmes réticences à faire confiance au bloc local, à ne pas toujours tout attendre du niveau national, un cadre bien établi, bien défini, avec des cases, avec des piliers, avec des sous-piliers. Donc voilà, je vais quand même, Karine, on fait quand même ce qu'on a dit. Tu me rassures. Ce que je vous propose, c'est un premier propos en 3 temps. On s'est mis d'accord avec Karine, évidemment, donc vous intervenez quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Il me semblait important, mais pareil, vous me dites, quand même, de refaire le lien avec la relance et avec le plan de relance. Parce que quand même, tout part de là. Donc, ce que je vous proposais, moi, c'était un tout petit aperçu du plan de relance. Ensuite, les principes du contrat de relance et de transition écologique d'ordre général. Et enfin, le contrat de relance et de transition écologique appliqué aux spécificités des quartiers populaires. Et donc, de quelle manière est-ce que nos politiques de cohésion urbaine, notre politique de la ville, notre contrat de ville s'intègrent ou pas au contrat de relance. Voilà, c'était les trois temps que je voulais vous proposer. Très bien. Ça vous va? Très bien. Alors, je vous rappelle juste peut-être sur le plan très pragmatique pour poser des questions. Donc, vous avez le chat, d'accord? Donc, l'équipe de l'IRDSU, donc là, il y a Gladys et il y a Mathieu qui ont coupé leur caméra pour préserver leur bande passante, mais qui surveillent effectivement avec moi tout ce qui est dans le chat. Et sinon, vous pouvez lever la main aussi, parce que l'idée, c'est quand même que cet échange soit le plus interactif possible. À toi, Romain. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça s'affiche bien? Ouais. Très bien. Bien. Le plan France Relance. Je vais très vite et vraiment vous me dites si ce sont des choses déjà qui sont bien acquises. Ce qui nous semble intéressant, nous, pour nos collectivités locales, c'est de bien connaître et de bien distinguer les mesures du plan France Relance qui sont plutôt destinées aux intercommunalités. C'était d'ailleurs l'objet du tableau qu'on vous a transmis en amont de la réunion. Et pour cela, on voit bien que certains enjeux et certaines mesures, grandes mesures du plan France Relance sont appelés
à se décliner localement, au plus proche de nos territoires et de nos projets. Ça, c'est pour les mesures, les grandes thématiques portées par le plan. Et puis, il y a la manière de faire. Et là, on voit bien, c'est de plus en plus clair, qu'il y a 4 grandes méthodologies utilisées par l'État pour décliner et pour mettre en œuvre le plan de relance. Le plan de relance, dans sa globalité, vous le connaissez, on en a parlé suffisamment, 100 milliards d'euros, trois grands piliers, transition écologique, développement économique, cohésion. On parle beaucoup des 2 premiers piliers, transition écologique et développement économique. C'est assez clair dans la manière dont ça se met en œuvre, dans la manière dont les crédits arrivent à la fois aux acteurs économiques et aux collectivités locales. C'est un peu plus flou sur le pilier cohésion. Et d'ailleurs, ça pose derrière vraiment la question du volet social, de la dimension sociale, de la dimension cohésion sociale de ce plan de relance. Parce que, voilà, étrangement, c'est bien ce pilier cohésion qui a plus de difficultés à se mettre en œuvre et à se décliner. Ce plan France Relance, petite parenthèse, mais très importante, c'est aussi un test, un crash test même, pour vérifier si réellement État et collectivités locales sont capables de travailler ensemble pour appliquer et pour mettre en œuvre un plan d'une ampleur inédite, 100 milliards d'euros. Voilà. Est-ce qu'on est en capacité collectivement de travailler ensemble et de se mettre d'accord sur des grandes orientations, des priorités qu'on décline au niveau régional, local, et derrière, est-ce qu'on est en capacité de programmer et d'engager des projets? Et donc ça, c'est le crash test avant le suivant, qui est le projet de loi 4D dont vous avez certainement entendu parler, qui est la phase suivante de la décentralisation, dans lequel, projet de loi, on retrouve l'après-contrat de relance et de transition écologique, le contrat de cohésion territoriale, qui, si on lit bien entre les lignes, est aussi le futur du contrat de ville. Ce contrat de cohésion territoriale, il a vocation à être le contrat de ville pour les territoires qui sont concernés, le contrat de ruralité pour les territoires concernés, le contrat de transition écologique pour les territoires qui sont concernés. Bref, cette idée du contrat global, elle est expérimentée à travers ce contrat de relance et de transition écologique. Post-2022, ça peut prendre la forme de ce contrat de cohésion territoriale. D'où aussi l'importance de cette phase-là d'expérimentation, de test de ce contrat de relance et de transition écologique. Et là, on voit bien, et on le suit, nous, semaine après semaine, on voit bien que mais vous le direz aussi, dans le dialogue qui s'installe, ou pas d'ailleurs, qui est engagé entre collectivités locales et préfet de département, services de l'État, il y a une telle diversité, une telle, des différences énormes d'un département à l'autre dans la manière dont la circulaire du 20 novembre que vous avez lue est appréhendée et comprise, dans la manière dont le préfet de département et les services de l'État s'adressent ou pas aux élus et aux cadres des territoires. On voit que c'est d'un département à l'autre, c'est complètement différent et c'est intéressant à suivre et il sera très intéressant d'en tirer des enseignements. Donc, le plan France Relance et les contrats de relance sont importants aussi pour ça. Aussi, parce que, mais là aussi, nous, les professionnels de la politique de la ville, on n'est pas étonnés par ça. Mais c'est assez nouveau. Et donc, c'est exactement ce que tu disais, Khalid. Est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution copernicienne ou est-ce que c'est juste un machin en plus? Je parle et c'est bien écrit dans la circulaire, au cœur de cette contractualisation, c'est le projet de territoire. Donc, pour la première fois, c'est écrit noir sur blanc, c'est signé par le Premier ministre, c'est le projet de territoire qui fait foi et non pas les financements, les programmes nationaux qui s'imposent au projet de territoire porté par les collectivités locales. Ça tombe plutôt bien, puisque près de 80% des intercommunalités ont déjà leur projet de territoire ou sont en cours de le modifier, parce qu'il y a eu parfois peut-être changement d'exécutif, parce qu'aussi la crise a bouleversé
le contexte économique et social de certains territoires. Donc, il y a parfois des évolutions à la marge. Quoi qu'il en soit, le projet de territoire, quelle que soit sa forme, son formalisme, il existe dans quasiment 8 intercos sur 10. C'est pas anodin, ça. Puisque, si on en croit l'esprit de la circulaire, tout partira de là. Je parle bien de l'esprit. L'autre enjeu du plan France Relance, c'est évidemment la relation avec le tissu économique. Et là, on voit bien que même depuis le printemps, quand il a fallu réagir au confinement, les collectivités du bloc local se sont assez vite adaptées et ont réussi, là je vous ai mis quelques exemples, mais ont réussi à construire des relations concrètes pour venir en aide et sauver leur tissu économique local, que ce soit les commerçants, les artisans ou même le monde industriel. Ça relève, parce que ça relève aussi beaucoup de leurs compétences en matière de développement économique et d'animation d'une stratégie économique locale. Ce qui fait que assez rapidement, les intercommunalités, souvent, évidemment avec leurs communes membres, ont construit des plans de relance locaux, avant même le contrat de relance, avec cette idée que l'interco pouvait être l'espace de coordination des projets à la fois portés par l'intercommunalité en propre, portés par ses communes, mais aussi portés par ses acteurs économiques. Et on voit bien aussi que dans certains cas, l'interco, en tout cas le bloc local, peut aider le monde économique dans une transition écologique. C'est notamment vrai dans le secteur industriel et dans le secteur de l'agroalimentaire. Le plan France Relance devrait accélérer ces dynamiques-là. Je l'ai dit, on a identifié, il y a 4 moyens de mise en œuvre du plan France Relance. 4 méthodes. 4 méthodes qui sont foncièrement différentes et qui n'auront pas du tout les mêmes résultats. Il y a d'abord toute une série de mesures qui sont gérées à l'échelle nationale et qui n'ont aucune logique territoriale. Je vous en ai mis certaines à l'écran. Voilà. Là, il n'y a aucune territorialisation possible. On est vraiment dans des budgets nationaux et qui relèvent d'une relation directe à l'État. C'est beaucoup de mesures qui sont plutôt destinées aux acteurs économiques, mais pas que, puisqu'on sait très bien que, par exemple, pour MaPrimeRénov', les collectivités locales sont engagées, notamment c'est elles qui animent les espaces FAIRE pour mettre en relation particuliers et entreprises et artisans. Donc voilà, ça, ce sont les grandes mesures avec logique nationale. Et ça représente un montant non négligeable des 100 milliards d'euros du plan global. Deuxième possibilité, ce sont des mesures qui passeront par un appel à projet, mais régional. Donc là, on descend d'un cran dans la territorialisation, on est un peu plus proche du territoire. En revanche, on reste sur la logique de l'appel à projet. Et il y en a beaucoup. On est plutôt sur le pilier de la transition écologique. Évidemment, c'est par appel à projet, donc la lisibilité de l'obtention ou pas de crédit est beaucoup plus faible, avec des critères assez stricts à respecter. Et puis, un calendrier d'appel à projet étalé sur 2 ans, ce qui fait ce sont des appels à projet qui ne sont jamais gagnés et qui se multiplient, malheureusement. Et donc là, c'est la première incohérence dans le souhait du gouvernement, dans le souhait de tout le monde, qui est de mettre fin à cette logique-là via le contrat de relance et de transition écologique. On voit que là, les appels à projets se multiplient, il n'y en a presque jamais eu autant. Ces appels à projets émanent très, très souvent de l'ADEME. Pareil, on parle d'enveloppes budgétaires qui sont vraiment conséquentes. Troisième type de mise en œuvre, ce sont des enveloppes budgétaires confiées au préfet de département. Donc là, on reste à l'échelle régionale, mais on est sur des enveloppes qui, a priori, sont peut-être plus faciles à aller mobiliser et qui pourraient tout à fait venir
enrichir, alimenter le contrat de relance et de transition écologique, puisque là, pour le coup, on a un accès direct aux préfets de région via les préfets de département ou via les sous-préfets à la relance, vous savez, qui sont installés dans un certain nombre de départements, mais en tout cas qui sont installés dans toutes les préfectures de région. Et normalement, dans chaque préfecture de département, vous allez désormais avoir un référent contrat de relance et de transition écologique. Donc là, on a une troisième voie, voilà, qui est encore plus accessible et qui devrait venir alimenter les contrats de relance et de transition écologique. Le seul bémol, on le voit déjà dans certaines régions où les préfets de région ont déjà lancé des vagues de projets. Dans certains cas, on sent que c'est le premier arrivé, premier servi. Et qu'on est un peu dans une logique de saupoudrage où on essaye de ramasser un maximum de projets. Donc, on est parfois quand même à la limite de l'effet d'aubaine et peut-être un peu moins dans une logique de transition écologique à plus long terme. Donc, ça, c'est aussi un point de vigilance. Et autre moyen de mise en œuvre, ce sont des crédits également et plutôt aussi décentralisés à l'échelle régionale ou départementale, mais là sur des thématiques très très particulières. Je vous les ai mis à l'écran, mais des thématiques qui peuvent tout à fait aussi concerner nos projets de cohésion urbaine. Je pense aux foncières, je pense aux cellules commerciales, au numérique. Voilà des sujets, pareil, où les crédits sont normalement un peu plus facilement accessibles via les contrats de relance. Je vais très vite, hein, je suis désolé. Mais voilà pour l'architecture générale de ce plan France Relance, la manière dont il se met en œuvre. Et voici la gouvernance telle qu'elle est aujourd'hui en place. Effectivement, le préfet de région a à sa main un certain nombre d'enveloppes, donc à sa main un certain nombre de leviers financiers extrêmement puissants, inédits dans l'histoire contemporaine. On parle d'un niveau de crédit énorme. Il réunit un comité régional de suivi dans lequel siègent un certain nombre de partenaires et un certain nombre d'élus. Ce comité régional de suivi, il est ou pas copiloté, coprésidé par le président ou la présidente de région. Ça dépend malheureusement de la signature ou pas de l'accord régional de relance par la région. Et il se trouve qu'aujourd'hui, 3 présidents de région n'ont pas souhaité signer cet accord. Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Hervé Morin en Normandie et Laurent Wauquiez en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous le voyez, 3 profils assez particuliers. On comprend bien que derrière, il y a des logiques de politique partisane qui font que ces 3 présidents n'ont pas signé. C'est la situation de ces 3 régions, tout simplement. Se réunit également le comité départemental du plan de relance dans lequel siègent obligatoirement tous les présidentes et présidents d'intercommunalités. C'est aussi un comité de suivi qui est aussi piloté par le préfet de département et qui a autour de lui donc des sous-préfets à la relance, ou en tout cas des référents à la relance, des sous-préfets ou des cadres de la préfecture dont le job est de faciliter, de fluidifier à la fois la relance, c'est-à-dire la relation avec le monde économique, et à la fois les contrats de relance et de transition écologique. Voilà pour ce premier temps très, très, très général sur le plan France Relance, mais probablement je ne vous apprends rien. Et c'est dans ce cadre-là qu'arrive, effectivement, fin novembre, le contrat de relance et de transition écologique. Il arrive fin novembre, mais ça fait presque 2 ans qu'on travaille ce sujet avec le cabinet de la ministre, Jacqueline Gouraud. L'idée ne prenait pas. Franchement, l'idée ne prenait pas, surtout quand l'équipe d'Édouard Philippe était à Matignon et ne voyait pas l'intérêt d'un contrat global. Voilà, cette fois, l'idée a été retenue. C'est le contrat de relance et de transition écologique. Juste un petit rappel, nous, sur l'intérêt du contrat global et de ce que tu disais, Khalid, sur
le contrat un peu fédérateur, le contrat un peu réceptacle. C'est comme ça qu'on le voit, nous. C'est le contrat réceptacle des sources de financement qui peuvent venir enrichir un projet de territoire, puisque de toute façon, tout part du projet de territoire. Là, voilà, je vous ai mis un petit schéma, c'est le schéma qui, on l'espère, ressemblera assez vite à celui du contrat de relance. Réceptacle des divers financements qui concourent au développement d'un territoire, des financements qui soient nationaux, comme la DSIL et la DETR, ou les crédits du plan France Relance, ou les crédits des programmes nationaux, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Territoire d'industrie, les crédits politique de la ville, les crédits contrat de ruralité, si on le veut, évidemment les crédits du contrat de plan État-région, les crédits européens, et sans oublier, parce que c'est indispensable pour nos projets, je parle de nos projets locaux, les politiques contractuelles régionales et les politiques contractuelles départementales. Ce contrat de relance, on le voit, il ne vient pas de nulle part. Il vient aussi parce qu'il y a une succession, une juxtaposition de dispositifs contractuels. Là, j'en ai mis certains à l'écran, qui parfois nous font perdre la cohérence d'ensemble, la cohérence d'une politique publique sur un territoire et surtout la cohérence de l'intervention de l'État au profit de notre projet de territoire. Donc, on voit bien que ce contrat de relance, il pourrait tout à fait se décliner en volets thématiques, des volets thématiques qui aujourd'hui se traduisent soit par des contrats de ville qu'on connaît bien, contrat de ruralité, contrat de transition écologique, contrat de local de santé, soit par des programme Action Cœur de Ville, programme Territoire d'industrie, programme France haut débit, enfin, tous ces programmes-là. Ça c'est la situation, c'est un peu ça pourrait être la situation 2021. Reste à voir ce qu'on en fera pour les années d'après. On aura échoué si ce contrat de relance et de transition écologique n'est que le chapeau, un joli chapeau de plus, qu'on viendrait ajouter avec en plus son lot de comitologie, son lot de copiles, de cotec, à tous les contrats existants. C'est évidemment pas l'idée, sinon on s'est planté. Ça, c'est le calendrier. Le calendrier est théorique. Dans un premier temps, janvier, nous, on a poussé pour que ce soit début février. Les régions poussent pour que ce soit en septembre. Les régions poussent pour que le calendrier de mise en œuvre du contrat de relance se fasse après les élections départementales et régionales. Pour l'instant, on reste sur un calendrier un peu détendu, à notre demande, plutôt avec une première étape, définition, très important, du périmètre de contractualisation fin janvier, début février. Puis ensuite, 6 mois pendant lesquels, d'un côté, la collectivité peut, dès maintenant, via des conventions ad hoc, faire remonter des projets à financer dans le cadre du plan France Relance dont on a parlé un peu plus tôt, et parallèlement à ça, travailler sur le futur, travailler sur le mandat, travailler sur le projet de territoire pour, in fine en juin, ou en tout cas à l'été, arriver à une signature d'un contrat de relance et de transition écologique. Et c'est là que, si possible, idéalement, en tout cas c'est le rendez-vous de la vérité pour eux, l'Agence nationale de la cohésion des territoires viendra en appui des collectivités qui en ont le plus besoin en matière d'ingénierie. Voilà, ça c'est le déroulé un peu type, théorique, tel qu'il est présenté aujourd'hui, mais on voit bien, très bien, où vont être les difficultés, les dysfonctionnements, et au-delà même de la question, mais qui est tout à fait juste, hein, mais de l'intégration du département et de la région, alors même que dans 3 mois, ils sont en campagne et que les services de l'État, d'ailleurs, seront en droit de réserve et que sur nos politiques de cohésion, départements et régions restent des partenaires qui peuvent être on ne peut plus importants.
les principes de ce contrat de relance et de transition écologique, là, je vous ai mis quelques verbatims de la circulaire signée du Premier ministre. C'est justement pour… Oui, Karine, pardon. Je disais juste qu'on avait déjà une première remarque qui disait qu'effectivement, qu'en était-il des autres contrats qui ne liaient pas des niveaux de collectivité, hein, mais on parle par exemple des contrats entre la CAF et effectivement la ville ou d'autres partenaires qui ne soient pas des collectivités territoriales. Les conventions territoriales globales, donc les CTG, par exemple, signées avec la CAF, sont extrêmement intéressantes. Et pour certaines d'entre elles, donc ça dépend des départements, ça dépend du niveau de dialogue avec la CAF du département, mais on a des conventions territoriales globales très, très intéressantes et qui ressemblent beaucoup à ce qu'on veut faire là. Certes, sur le sujet de enfance-jeunesse, pour faire court, mais dans l'esprit, on est vers cette contractualisation un peu globale, transversale, pluriannuelle, ce qu'on a souhaité depuis de nombreuses années, et ce qui pourrait, si toutes les planètes s'alignent, ce qui pourrait être le cas du contrat de relance et de transition écologique. C'est clair que là, effectivement, je ne les ai pas tous cités, je n'ai pas cité tous les partenaires, et notamment, c'est exactement ce que disait Khalid, tous les partenaires, ils sont très nombreux, peut-être trop nombreux, du contrat de ville. C'est pour ça que on le sait bien, là, chaque contrat, tel qu'on les connaît, a son propre écosystème. C'est pareil pour le contrat local de santé, a son propre écosystème et renvoie donc à des partenariats qui sont à chaque fois spécifiques et qui, c'est certain, nécessiteront d'être perpétués. Là, l'idée, c'est pas de faire reset, de faire comme si rien n'existait, ou rien n'avait existé, de tout arrêter et de tout refaire en changeant juste d'acronyme. C'est pas du tout c'est pas l'idée du tout. D'accord. Et il n'y a pas de volonté d'exclure ces autres contrats partenariaux? Ah non, pas du tout. Non. Voilà. Oui. L'idée, c'était nous, l'idée première, pourquoi on l'a défendue, c'était parce qu'on voulait que l'État parle d'une seule voix. On voulait que l'interministériel se joue aussi à l'échelle locale. Parce que pour nous, ce serait un bond de simplification énorme. Plutôt que de selon le contrat, selon le programme, s'adresser à tel ou tel service de l'État. Sachant qu'en plus, parmi les services de l'État, on a encore des citadelles. L'éducation nationale, la santé, on sent qu'il y a des services qui parfois sont avec qui on a le plus de mal de territorialiser leur action. L'idée, c'était vraiment d'être en circuit court. C'était ça en fait, d'être en circuit court avec l'État pour avoir un rendez-vous de haut niveau et un contrat de haut niveau dans lequel on puisse aborder les grandes politiques publiques et dans lesquelles l'État pourrait, de manière beaucoup plus transparente, beaucoup plus simple, s'engager de manière ferme au regard de ses compétences, au regard des programmes qu'il porte, des dispositifs qu'il porte, mais qu'il le fasse sur la base du projet de territoire et qu'il le fasse une fois. Ce qui nous permettrait à nous, collectivités locales, de ne pas répondre 15 fois à la même demande de diagnostic, de cadre stratégique, de ne pas répondre 50 fois au même appel à projet, mais de le faire une fois, on se met d'accord une fois, et ensuite, quand il y a besoin, on peut le décliner de manière spécifique. Quand il y a besoin d'aller plus loin, eh bien là, oui, on peut renvoyer à d'autres écosystèmes, ou voire même parfois à d'autres échelles, parce que tout ne se joue pas à l'échelle intercommunale ou groupement d'intercommunalité, pays PETR. En matière de transition écologique, en matière d'eau, en matière de GEMAPI, on sait que parfois ça se joue à l'échelle du bassin versant. Donc il y a aussi cette articulation des échelles. Bien. Il y a aussi une question, tu l'imagines bien, sur ce calendrier théorique affiché.
avec effectivement une remarque qui renvoie à ce qu'on a pu déjà connaître par le passé, en disant que pour le protocole d'engagement réciproque et renforcé du contrat de ville, on avait eu à peu près le même type de calendrier et qu'on savait déjà que c'était quand même très très compliqué et parfois un peu artificiel pour rester très soft. Voilà. Donc, et après, il commence à y avoir pas mal de questions aussi sur la partie très concrète de la déclinaison de ta troisième partie d'intervention et nos enjeux quartier populaire dans tout ça, comment ça s'articule. Ok, je vais plus vite. Mais il y a pire que nous. Hein. Il y a pire que le monde des élus et des professionnels des quartiers populaires. Il y a le développement local et les contrats de ruralité. Nous, contrats de ville en 2015, pour certains d'entre nous, on a eu 6 mois, parfois même 1 an pour travailler et arriver à un contrat de ville. Certains contrats de ruralité, ils ont eu 1 ou 2 mois pour travailler entre le moment où ils sont mobilisés par leur préfet au moment où ils signent le contrat de ruralité. Et on voit bien là que ces calendriers qui sont faits à marche forcée, on confond vitesse et précipitation. Nous, le pari, c'était de dire, parce qu'on est en début de mandat, parce qu'on ne peut pas non plus attendre 2 ans avant de remettre en mouvement quand même nos logiques territoriales, alors que la situation sanitaire, économique, sociale, elle est catastrophique. Et vous le savez mieux que personne, elle est encore plus catastrophique dans certains quartiers populaires. Donc, on ne pouvait pas remettre à plus tard, sachant que 2021, il y a peut-être des élections départementales et régionales, mais 2022, il y a quoi? Les élections présidentielles et législatives. Et donc voilà, donc ça veut dire qu'il fallait attendre 2023 avant de bouger. C'était pas possible. Pas possible parce que d'abord, il y a 100 milliards d'euros à consommer. Maintenant. Et ça, il faut bien un moment se mettre d'accord. Soit on envoie projet par projet, soit quand même, on prend le temps de réfléchir à des projets un peu intelligents qui certes sont prêts à être engagés maintenant, mais qui seront utiles pour le futur et notamment utiles dans une logique de transition écologique. Donc ça se réfléchit un peu. Donc il fallait faire. Il faut partir dès maintenant. Ce timing des 6 mois, nous, on le voit comme on se met d'accord sur les grandes orientations. On se met d'accord pour travailler ensemble. On se met d'accord, on vous laisse le temps quand même de finir et d'écouter votre projet de territoire. Côté État. Nous, ce premier semestre 2021, on le voyait comme ça. Parce que, et c'est pareil, voilà, je l'ai mis là sur cette diapo, c'est évolutif. L'idée, c'est qu'à l'été 2021, tout ne soit pas cadré avec le plan d'action, tout ficelé jusqu'à 2026. Pas du tout. Et donc là, j'ai repris quelques verbatims, je vais vite. Pour vous, si on le lit de manière froide et donc de manière théorique, ça c'est une révolution quasi copernicienne dans la manière dont l'État travaillerait avec les territoires. Simplifier, une approche différenciée, un nouveau cadre de dialogue. Au cœur de ce cadre, le projet de territoire. Avec une échelle de base, l'interco, mais qui reste, et ça nous aussi on l'a souhaité, on ne voulait pas que ce soit l'interco partout pour tout le monde, pas du tout. Dans certains cas, c'est parfois plus large que ça. Dans certains cas, les pays, les PETR fonctionnent très bien, sont la vraie échelle de projet de territoire, et donc ça marche. Mais tout doit partir du souhait des élus locaux et non pas d'une posture de départ des services de l'État ou même des services de la région. Un contrat évolutif, pareil, ça c'est tout nouveau. Donc voilà, il y a quelques verbatims dans cette circulaire qui nous font dire qu'il y a moyen que ce contrat de relance et de transition écologique il soit réellement utile et il fasse réellement la différence. Mais ça reste pour l'instant du verbatim. Mais cette circulaire, on la prend au pied de la lettre, évidemment. Démarche ascendante, c'est ce qu'elle dit. Au cœur de la démarche, le projet de territoire.
c'est dit entre les lignes. C'est pour mettre fin aux appels à projets. Et c'est pour, encore plus légitimer la démarche de projet de territoire et la capacité des territoires à eux-mêmes porter leur développement, financer leur développement et adapter des orientations mondiales, européennes, nationales, mais à l'échelle de leur propre contexte et de leur capacité. Et ça veut dire, mais vous le savez aussi très bien, qu'il faut que, là pour le coup, qui est du flou, c'est plutôt bon signe, plutôt que d'avoir en annexe de cette circulaire un document méthodologique de 15 pages avec le contrat de relance et de transition écologique, il fera entre 25 et 35 pages, il sera articulé autour de 3 piliers, enfin bref, ce qu'on a eu en 2015, quand le CGET de l'époque a envoyé un guide méthodologique pour les contrats de ville avec les 3 piliers, alors même que des territoires avaient déjà commencé à bosser sur toute autre chose. Donc, ne pas avoir de cadre national trop rigide est plutôt une bonne nouvelle. Encore faut-il que l'État ait quand même les idées claires sur là où il veut aller. Je voulais te laisser aller jusqu'au bout, mais il y a une question là qui est posée sur le chat et que je me posais, donc je pense qu'on doit être plusieurs à se la poser. C'est sur la question d'animation, parce qu'en fait, tu vois, tu dis que les démarches sont ascendantes. Malgré tout, ce que tu présentes depuis tout à l'heure, c'est quand même très descendant. Et je me posais la question, voilà, quid de l'animation territoriale de tout ça finalement. Comment est-ce que, indépendamment des comités de pilotage au niveau régional, tu sais, qui vont être organisés, structurés, là, on parle quand même d'écrire un projet de territoire qui soit cohérent avec toutes les petites contractualisations qui ont lieu. Et donc, ça suggère qu'il y a quand même, au niveau local, un chef d'orchestre, quelqu'un qui pilote et qui drive tout ça. Comment est-ce que c'est pensé et comment ça s'inscrit un petit peu dans la démarche globale que tu présentes là, puisque ça n'apparaît pas en fait. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu me dis, Khalid. Ce qui est certain, c'est que ça doit, alors même que ce n'est pas le cas dans d'autres contractualisations, et notamment le contrat de ville, où on sent bien que parfois, alors que le contrat de ville devrait être 100% piloté par la collectivité locale ou les collectivités locales, on sent bien que parfois les services de l'État, dans la manière dont ils s'adressent à nous, dans la manière dont ils nous disent comment dépenser les crédits du BOP 147, on sent bien qu'on est resté au milieu du gué dans la décentralisation. Et que c'est encore qu'on a certains services de l'État qui se sentent encore pilotes du contrat de ville, pilotes de politiques qui relèvent pour beaucoup des responsabilités et des compétences des collectivités locales. Là, normalement, avec ce CRTE, s'il est écrit sur la base du projet de territoire, le chef de projet, le chef d'orchestre, le coordinateur, c'est le territoire. Oui, mais c'est justement ça. C'était moi qui posais la question dans le chat, Stéphane Dangean de PQNA. C'est que le chef de projet politique de la ville, il s'occupe à l'heure actuelle majoritairement, même s'il y a du contrat de ville, en gros des actions quartier. Là, j'imagine une ingénierie une ingénierie transversale qui travaille sur l'ensemble des thématiques. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'elle existe à l'heure actuelle, y compris au niveau des élus. Par exemple, j'imagine qu'il faut une impulsion aussi politique. Le seul élu politique de la ville, c'est pas sa casquette. Donc, concrètement, est-ce que tu as déjà identifié des territoires sur lesquels il y a déjà des pré-dynamiques sur lesquels qui pourraient constituer des premiers exemples d'organisation à l'échelle des collectivités qui puissent un peu éclairer les autres territoires. Oui, alors effectivement, je ne vais peut-être pas assez vite là dans le déroulé. Et là, vous avez raison, là, je suis encore sur le contrat de relance et de transition écologique générique, parce qu'effectivement, il embrasse toutes les politiques portées par les intercos, parmi lesquelles on retrouve les politiques de cohésion urbaine et sociale. Mais c'est très clair que là, c'est tout l'objet, c'est tout l'intérêt du bidule, c'est que ce soit transversal côté État, mais aussi et surtout
transversale côté collectivité locale. Donc, effectivement, effectivement, c'est un portage président. Enfin, c'est un portage président et c'est un portage de direction générale. Mais après, selon les configurations politiques et administratives, je ne vois pas comment, en tout cas d'un point de vue technique, ce CRTE ne peut pas être, dans un premier temps, construit autour d'une équipe projet. Et c'est là, je reviens à ce que je disais au début, c'est là où la place et le rôle du directeur, enfin bref, du chef de projet, on va dire, politique de la ville, quel que soit son poste, c'est là que c'est super important. Parce que quand même, cette culture du contrat, avec les succès et les échecs que l'on connaît, cette culture du contrat, elle est plutôt, voire même exclusivement portée par nous, par le domaine de la politique de la ville. C'est encore très, très récent côté transition écologique. Les PCAET sont très récents. Les contrats de transition écologique sont très récents et sont en plus parfois à une échelle assez large. Il a vraiment l'esprit, le sens de la contractualisation, c'est plutôt nous. D'où l'intérêt quand même de s'incruster, si ce n'est pas le cas déjà, de s'incruster dans l'équipe projet ou en tout cas dans les réflexions qui sont en cours et qui doivent forcément naître, enfin, je le sais par ailleurs, sur le contrat de relance et de transition écologique. Alors, il y a beaucoup de questions effectivement qui vont un peu plus précisément dans la déclinaison par rapport à nos thématiques et nos problématiques, et notamment en disant mais quid du coup des crédits, par exemple du BOP 147 ou autres, qui ne vaudraient que s'ils sont effectivement déconcentrés et gérés au niveau local. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez déjà abordées dans le cadre des discussions avec l'État ? Sur la délégation de crédit, par exemple, ouais. De ces crédits, ça, oui, ça, ce sera abordé dans le projet de loi 4D. D'accord. Mais si on arrive à se mettre d'accord sur un contrat de relance et de transition écologique, eh bien, ça, c'est l'État, c'est ce que met l'État dans les crédits spécifiques politique de la ville feront partie des crédits que l'État mettra au titre de son engagement dans le contrat de relance et de transition écologique. Avec, si vous voulez, j'accélère. Voilà. Du coup, peut-être juste avant que tu passes au reste, il y a Sylvain Fouché qui avait demandé la parole. Est-ce que je suis merci. Et bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps d'ailleurs. Oui, sur cette question d'appel à projet et de crédit, moi j'entends bien l'ambition louable, parce qu'on dit tous que les appels à projets sont quand même pétris de dérives et de difficultés pour le tissu associatif. Néanmoins, j'imagine mal aujourd'hui comment on pourrait s'en passer de façon très opérationnelle. C'est-à-dire que quand bien même l'État donnerait, sur la base d'un projet de territoire, transférer ses crédits spécifiques, les BOP dont vient de citer Karine, aux collectivités, que ce soit l'Interco, après reste quand même la modalité administrative avec laquelle on travaille avec le tissu associatif. Les villes vont pas travailler directement avec les habitants en régie. On va pas, enfin, ça me paraît assez difficile. En tout cas, sur court et moyen terme, on continuera à travailler avec le tissu associatif. Et il n'y a pas 36 façons aujourd'hui de travailler avec le tissu associatif. C'est soit on les subventionne, soit c'est des contrats de prestation. Si c'est des subventions, il y a deux logiques. Soit c'est de la subvention de fonctionnement, et du coup, c'est une délibération par an, mais bon, faut regarder. Soit ça reste des appels à projets. Voilà. Donc, quand bien même les crédits de l'État ne seraient plus cofinanceurs d'un appel à projet, localement, j'imagine mal les collectivités pouvoir s'en passer, en tout cas à court terme. Et après, sur la logique de contrat, l'idée qui consisterait en effet à tout globaliser dans un contrat, à tout mettre en cohérence, moi je trouve ça très 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 louable. Néanmoins, la limite du contrat, c'est que c'est pas la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des contrats qui ne sont pas opposables au tiers. Sur des territoires, finalement, on peut avoir des contrats où ce ne sont que sur la base, même s'il est bien fait avec un diagnostic, etc., ce ne sont que des engagements. Et si je suis assez sévère, je dirais que le papier refuse pas l'encre et qu'en fait, on n'est pas forcément en capacité de vérifier que chaque partenaire a bien vérifié ses engagements. Et c'est souvent ça, notamment sur le droit commun.
Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a cette logique de globalité, de transversalité qui me paraît très louable, mais l'étape d'après, celle qu'on n'a jamais réussi à voir, c'est comment un contrat garantit véritablement la mise en œuvre opérationnelle des engagements, qu'ils soient financiers ou autres. Je prends exemple le seul document je prends l'exemple d'un PLU. Un PLU ou un PLH, un PLU ou un PLU, c'est opposable au tiers. Si on ne respecte pas les engagements d'un PLU, un maire ou un préfet, il se fait allumer. Un contrat de ville, si on ne fait pas ce qui est marqué dans le contrat de ville, à part les habitants qui subissent la misère, finalement, les maires et les services de l'État sont finalement assez protégés de ça. Ou alors, les maires, ils peuvent aussi se faire gicler aux élections. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une portée juridique au-delà de la qualité du côté stratégique qui me paraît devoir être travaillé. Et puis, cette question d'appel à projet, même si je sais que c'est pas l'idéal, j'imagine mal comment on va pouvoir s'en passer localement. Je ne sais pas si c'est partagé, hein, peut-être qu'il y a des solutions, des modalités de travail, des collègues qui travaillent différemment, mais bon. Peut-être juste une précision. Quand je parlais depuis tout à l'heure, je parle des appels à projets. Je ne parle pas des appels à projets collectivités locales en direction des assos. Je parle des appels à projets État en direction des collectivités locales. État, région, département, chacun sur leur politique en direction des collectivités locales. Donc, je suis bien sur l'ensemble des politiques publiques et sur l'ensemble des acteurs, mais supra. Je parle bien des appels à projets qui émanent de l'ADEME, de la NCT et de tous les ministères et qui viennent et qui sont susceptibles de venir enrichir, alimenter, cofinancer un projet de territoire. Je parlais bien de ces appels à projets-là. Mais effectivement, en cascade, il y a la question des appels à projets en direction de la manière dont on contractualise et on s'engage aux côtés des associations. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur et c'est ce que disait Khalid aussi en introduction, sur le caractère opposable des contrats. Nous, on fait le pari. Effectivement, si là, on faisait le bilan des contrats de ville, des signataires, des engagements de 2015 et de 5 ans plus tard, qui restent à bord du bateau et qui s'est engagé sur quoi et sur combien, ça, on peut le faire, on peut le décliner pour tous les contrats. Parce que cette question-là, ce principe d'un contrat qui n'est respecté que par quelques signataires, on l'applique à tous les contrats. Nous, notre pari, c'est de dire ce contrat de relance et de transition écologique, puisque ce serait un peu le numéro 1, ce serait aberrant que les engagements qui y seront pris ne soient pas respectés. Comment dire? Dit autrement, le contrat de ville, ça reste cloisonné, je veux dire, à la politique de la ville. Contrat de ruralité, c'est notre cloison. Contrat de transition écologique, c'est notre cloison. Bref, c'est petit morceau par petit morceau. Donc, il n'y a peut-être pas cette visibilité qui fait que si tel et tel engagement ne sont pas tenus, c'est pas si grave parce que le préfet il a autre chose à faire. Contrat de relance et de transition écologique, non, parce que le préfet il aura que à faire ça. Il aura que à faire ça. Donc, s'il fait même pas ça, il fait pas son job. C'est ça aussi qui nous pousse à aller vers ce contrat de relance et de transition écologique, parce que c'est le moyen de coincer les signataires, autant l'État que la collectivité locale. Ça, c'est clair. Donc, il faudra balayer devant sa porte, et il faudra être sérieux, et il faudra, voilà, ça, c'est très clair aussi. Mais il nous semble que si ce contrat de relance et de transition écologique, c'est bien alors, je sais pas si c'est le contrat Messi, mais si c'est en tout cas le numéro 1, là, pour le coup, ne pas respecter ses engagements devrait être un peu plus craignos que juste ne pas respecter ses engagements du contrat de ruralité ou du contrat local de santé. C'est un peu le pari qu'on fait. Il y a Nathalie Ledon qui demande la parole. Nathalie, il faut que tu actives ton… Oui, ça y est. Moi, je trouve que c'est une belle ambition et je trouve que c'est en tout cas, c'est une idée pour mettre en cohérence un certain nombre de partenaires, d'acteurs, sur à la limite une approche de diagnostic, de réalité locale. Je trouve que
il manque des choses. Il manque une instance, à mon avis, qui soit une instance un peu qui regarde comment cette mise en œuvre est faite et à quoi, et si on n'a pas du foutage de tronche, voilà, parce qu'il y a des tas d'endroits où les politiques n'en veulent pas cette notion de contrat unique. Ils veulent déjà pas des intercommunalités. Et donc, quand il n'y a pas de projet de territoire à l'échelle intercommunale, que les projets de territoire, c'est à limite, et finalement, les contrats de ville tels qu'ils ont été conçus, parce qu'il y avait ces obligations d'être assez transverses en termes de champ d'intervention, quand on n'a pas cette dimension-là, pas d'élus qui ont envie de travailler ça. Comment on évite la compilation des 15 contrats faits par un bureau d'études et à Bana, on n'en parle plus, hein? Comment on évite ça? Comment on évite effectivement, moi je trouve que c'est super cette idée d'engagement et d'obligation par les préfets, mais on voit bien que les préfets, ils sont pas toujours à la hauteur et vis-à-vis des élus dans certains départements, ils se couchent. Donc voire on a des conflits directs entre l'État et les collectivités et de part et d'autre. Donc je crois que c'est s'il n'y a pas d'instance à un moment donné de régulation ou qui est effectivement très régulièrement regarde comment ça se passe et travaille effectivement cette idée de coopération, moi je vois pas comment ça peut fonctionner. On peut très bien avoir des endroits où il y a une vraie volonté politique, où il y a déjà des projets de territoire et finalement c'est un appui et une cohérence supplémentaire, et tant mieux. Mais il y a des tas d'endroits où c'est pas du tout le cas, pas du tout, et dans des endroits stratégiques, pas dans des endroits, voilà, où finalement ça concerne 3 pelés et 2 tondus. Quand on est sur des endroits de cette nature-là, dans des grosses métropoles, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On prend les élus, la DCF est en capacité de prendre les élus un par un en leur disant vous, en tant que président de cette intercommunalité ou de cette EPCI, comment ça se fait que vous vous engagez pas? Où on est? Où elle est cette instance de régulation? Et Romain, on te laisse enchaîner après. Ok, Aussi, tu sais, pour que tu puisses suivre le fil de ton impeccable. présentation et qu'on ouvre pour le coup vraiment la discussion avec tous les collègues. D'accord, ok. Bon, si je me trompe pas, tu parlais de l'Île-de-France, évidemment. Non. Un Français égale un Français quand même. Donc, quand on voit qu'on sait que 80% des intercos ont un projet de territoire, c'est solide, c'est sérieux. Il y a le pacte politique, il y a le schéma de mutualisation des services, il y a le pacte fiscal et financier. C'est bon, ça roule. En Île-de-France, il y a encore du chemin. Mais ça, ni la DCF, ni toi, ni le président de la République, ni personne. Voilà, on sait que ça va prendre 10, 15, 20 ans. C'est lent, voilà, mais c'est la construction institutionnelle, politique d'un. Et c'est des millions de gens. Mais je sais bien. C'est 10 millions de personnes. Mais ça fait 3 ans. Tu le sais, ça fait 3 ans qu'on attend une décision sur la métropole du Grand Paris, sur les établissements publics territoriaux. On pourrait en parler, ça pourrait être un décrypteur, voilà, un projet, c'est clair. Mais j'ai personne à la, enfin si, il y a une personne qui a la réponse, mais il la donne pas. Donc je suis, enfin, j'ai les bras qui tombent. Je peux pas, je préfère continuer le fil de mon déroulé et renvoyer à plus tard la question des franciliens. Vas-y, Romain. Ils sont 10 millions, mais tu as les 55 autres quand même qui… Bon. Alors voilà pourquoi. Moi, j'y crois encore. Contrat de ville, oui, et contrat de relance et de transition écologique. D'abord parce que ça restera, le contrat de relance et de transition écologique, ça devrait être, et ça le sera, le meilleur moyen quand même de financer des projets, à très court terme. Et on le sait, il y a un niveau quand même là de crédit disponible c'est du jamais vu. Et on peut l'espérer que plus jamais on ne verra ça, que plus jamais on aura
à disposition, à portée de contrat, des millions d'euros alors là, c'est plutôt pour des projets d'infrastructure, c'est plutôt pour des projets structurants, mais voilà, c'est pour accélérer le développement des quartiers populaires. Là, il y a une occasion, une opportunité unique. Et ça doit passer nécessairement, ça passera par le contrat de relance et de transition écologique plutôt que par silo et par les réponses aux appels à projets où là, vous allez perdre un temps, enfin, vous allez perdre une énergie que vous n'avez pas déjà de temps qui est trop grande. Il faut passer par le contrat de relance et de transition écologique. Et en plus, ça permet de mettre à l'agenda politique du côté de la collectivité et à l'agenda politique du côté de l'État les questions de cohésion urbaine et des quartiers populaires. Et on voit bien qu'il y a dans ce plan France Relance des mesures qui peuvent tout à fait convenir au projet imaginé dans les quartiers populaires. Voilà, là je reprends le contrat de relance et de transition écologique, c'est vraiment ça. C'est revenir à la culture de base de la contractualisation et de la co-construction d'un projet. C'est clair que tout n'est pas clair, tout n'est pas rose. Le contrat de relance et de transition écologique, il se veut pluriannuel. Sinon, pareil, il n'a aucune plus-value. Certes, très bonne idée, sauf que un grand nombre, et vous le savez très bien, un grand nombre de financements reste annualisé, reste du ressort du projet de loi de finances annuel. Donc là, c'est une vraie question. Typiquement, pour les crédits du BOP 147, voilà, est-ce que l'État peut s'engager au-delà de l'année? Est-ce qu'il peut faire une provision? Voilà, parce que c'est ce qui est attendu. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Mais ça mérite quand même qu'on s'y penche. Et ça s'applique aussi pour les autres crédits, je pense à la DSIL et au DETR, par exemple. De quelle manière est-ce qu'on va s'articuler avec quand même d'autres grands partenaires, en premier lieu, départements et régions, mais vous en avez cité d'autres. Mais ces deux-là sont extrêmement importants. Jusqu'à présent, notre politique de la ville, elle se fondait sur une géographie prioritaire. Est-ce qu'aussi dans ce canevas-là, est-ce qu'il y a encore la place pour identifier, prioriser des territoires, des zones? Est-ce que ça se fera encore de manière ultra verticale, sans aucune concertation, et de manière tranchée, avec tous les effets de seuil qu'on connaît, comme en 2015, ou est-ce que la logique qu'on est en train d'expérimenter, de dialogue, est-ce qu'elle va aussi se reproduire pour l'identification d'une géographie prioritaire post-2022? Pourquoi pas? Les zones d'ombre, encore, c'est la spécificité, malgré tout, et vous le savez très bien, des politiques de cohésion urbaine, puisque vous maniez à la fois des projets d'envergure, ce sont en général les projets de renouvellement urbain, et des projets de proximité, avec le soutien au secteur associatif et avec toute la logique d'animation locale que vous assumez et que vous assurez. Est-ce que ça aussi, ça peut se retrouver dans ce type de contrat? Et puis, parallèlement à ce qu'on est en train de dire, il y a un autre projet de loi qui est en cours, c'est le projet de loi visant à conforter les principes républicains, voilà, qui lui aussi peut tout à fait questionner la manière de conduire nos politiques. Malgré tout, et là j'ai presque fini, j'ai repéré les grandes lignes, les grandes mesures qui devraient vous intéresser en premier lieu. Et il y a évidemment la rénovation énergétique des bâtiments publics. Là, on voit bien que donc, les établissements scolaires, mais pas que, sont prioritaires dans cette dynamique de rénovation énergétique et qu'il est demandé au préfet de veiller à ce que des projets relevant des quartiers populaires soient intégrés dans les propositions des collectivités locales, avec en plus un taux de cofinancement supérieur pour les projets qui émanent des quartiers. Donc ça aussi, c'est dans une logique d'un peu de négociation, en tout cas au sein de l'équipe projet CRTE qui devrait être organisée au sein de votre collectivité locale. Ça, ce sont des arguments. Si vous présentez des projets
qui relèvent des quartiers prioritaires, vous êtes prioritaire et en plus de ça, vous avez un taux de cofinancement supérieur. Et en plus de ça, ces projets-là peuvent aussi appeler à d'autres cofinancements, notamment en rue, notamment des CIL. Donc, vous pouvez quand même additionner des cofinancements. Sur ce sujet, on a une question de notre collègue de Metz qui demande si ça voudrait dire que les projets sont financés avant même que les contrats ne soient signés. Oui, c'est possible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une fois que vous serez mis d'accord sur le périmètre de contractualisation, donc là, c'est dans les prochaines semaines. Ensuite, vous pourrez, si vous avez des projets, là, typiquement, des projets prêts à partir dans les 2 ans, là, vous pourrez signer une convention ad hoc juste sur ce projet-là, sans attendre la signature dans les prochains mois du contrat. Voilà. Il y a effectivement ces 2 temporalités. Il y a le très court terme et puis à l'échelle du mandat, il y a cette possibilité-là. C'est plutôt intéressant. Si on a raté l'ANRU ou si on a dans les tiroirs des projets d'infrastructure ou d'équipement ou des projets lourds d'investissement sur le périmètre de la géographie prioritaire, on y va et on peut émarger. C'est ça, exactement. Mais on est bien sur de l'investissement. Oui. D'accord. C'est de l'investissement. Et dans le volet cohésion que vous connaissez, donc là on est excusez-moi, le plan jeune que vous connaissez, dont on a beaucoup parlé, est une partie importante du volet cohésion. Il y a des mesures en faveur de l'inclusion numérique et il y a des mesures, mais pareil, c'est un appel à projet et vous êtes fort probablement déjà au courant, mais il y a des mesures pour accompagner le tissu associatif. Et puis, il y a d'autres mesures, mais là, c'est plutôt des mesurettes. Et malheureusement, c'est vraiment la manière dont le ministère de la Ville et la NCT communiquent, ou en tout cas s'engagent dans la relance avec des mesurettes. C'est les bus France Service, c'est le soutien aux associations sportives. J'ai mis 3 points de suspension parce que, justement, faire la liste des appels à projets, des micro-appels à projets, c'est aller à contresens, à contre-courant de tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc voilà, il y a aussi cette entrée-là par petit appel à projet par appel à projet, mais j'espère qu'on arrive au bout d'un système, au bout d'une logique. Voilà pour évidemment, je vous envoie juste après à la fois le support, et puis on a fait une note à destination autant des élus que des cadres sur le contrat de relance et de transition écologique. Donc, je te l'envoie, Karine, juste après. Merci beaucoup, Romain, franchement, pour cet effort conséquent pour essayer de faire tenir une présentation très riche dans ce temps-là. Alors, on a plein de questions. Alors, je vais peut-être pas tout le temps faire le filtre, je vais peut-être vous passer la parole directement. J'ai juste une dernière question dont je me fais le relais, des précisions sur le calendrier de ces financements par rapport aux investissements possibles. Est-ce qu'il faut que les projets soient engagés avant fin 2022 ou terminés? Engagés. Voilà, donc ça déjà, voilà. Et après, on a beaucoup de questions sur comment ça s'articule avec la mécanique du contrat de ville et notamment l'évaluation finale du contrat de ville que pas mal de territoires s'apprêtaient à engager là, tu vois, et qu'effectivement, les collègues autour de la table ont besoin d'avoir un peu des précisions. On a bien compris que c'était évolutif, donc que ce calendrier théorique de juin était évolutif, mais comment tout ça va s'articuler avec l'élaboration d'un nouveau volet, en gros, cohésion sociale et urbaine de ce CRTE. On est les seuls à s'auto-évaluer quasiment chaque année, tous les 3 ans, on est les seuls. Il n'y a pas d'autres domaines de l'action publique qui s'auto-évalue plus que la politique de la ville, ou qui ne se retrouve évalué par la Cour des comptes et d'autres acteurs. À la fois, c'est très bien, c'est de l'argent public, mais à la fois, tout le temps passé à s'auto-évaluer, c'est pas du temps passé à imaginer le projet futur. Moi, il me semble que l'évaluation, elle est importante là, quand même, évaluer ce qu'on a fait depuis
là, sur cette programmation 2015-2020, c'est intéressant. Mais c'est d'autant plus intéressant si on se met dans une logique que les éléments qu'on va en tirer, les enseignements qu'on va en tirer, ils servent directement, mais directement, à intégrer le volet cohésion du contrat de relance et de transition écologique. Donc, j'espère que c'est comme ça que j'espère que c'est comme ça que sera envisagée cette évaluation et qu'on ne va pas nous demander une évaluation trop formelle qui nous prendrait des mois et des mois, parfois même nous obligerait à faire appel à des cabinets, alors même que pendant ce temps-là se construit un TGV, le contrat de relance. Il ne faudrait surtout pas rater l'opportunité du contrat de relance parce qu'on est occupé à évaluer ce qu'on a fait ou mal fait ou pas assez bien fait depuis 5 ans. Ce serait fou. Et dans certaines collectivités, mais vous le savez très bien, vous n'êtes pas assez nombreux pour à la fois évaluer, parce que évaluer c'est une vraie mission, évaluer ce que vous avez fait et en même temps imaginer de quelle manière est-ce que des projets de cohésion viendraient s'intégrer à un projet de territoire et à un contrat de relance global. Donc là, il faut vraiment être très vigilant sur le temps que vous passez, que vous accordez à cette évaluation au regard de l'actualité et de la force de frappe que pourrait être le contrat de relance et de transition écologique. Élodie avait à juste titre fait la comparaison avec le protocole d'engagement renforcé et tout le temps que ça a pris alors que l'ambition était à même pas 1/10 de ce contrat-là. Oui. Et donc effectivement, tu le dis de manière très claire et franche, pour moi, s'il y avait vraiment un engagement avec les délais qui ont été annoncés tout à l'heure, de toute façon, ça voulait dire on zappe la partie évaluation classique comme on a l'habitude de faire. Il faudrait se mettre en branle-bas de combat dès maintenant, et encore, si on se mettait en branle-bas de combat dès maintenant, ce serait difficile de tenir le délai de juin avec les contextes sanitaires qu'on a là, les difficultés de réunion, etc. Et pour le coup, et c'est en ça où finalement, moi j'ai une vraie interrogation, c'est de dire, j'entends tout ce que tu dis, mais si c'est une révolution copernicienne un peu vraiment avec cette idée, tu utilises le terme de TGV finalement du contrat, le gros bolide qui va changer. Pour le coup, moi, je ne le perçois pas du tout, tu vois, mais non seulement je ne le perçois pas du tout au travers de la collectivité, mais même au travers des services de l'État. Donc, je me dis, le temps que ça va mettre finalement à être imprégné par tous ces strates-là, eh ben, déjà, on va avoir grillé 1 mois, 2 mois, 3 mois, et juin, ce sera dans très peu de temps. Et donc, j'ai un vrai problème cognitif, finalement, à entendre ce que tu dis finalement sur la difficulté avec finalement si on essaye de respecter les timings électoraux, on est en campagne électorale encore en 2021 et après il y a 2022, mais de me dire mais finalement on va de toute façon être contraint parce que ça va, moi je vois pas comment est-ce qu'on pourrait le faire dès à présent. Et à la question des moyens, tu l'as dit tout à l'heure en citant le terme, j'étais content de le réentendre, d'équipe projet, c'est aussi une vraie interrogation, mais très pragmatique. Tu sais, quand il parle de l'ANCT pour venir renforcer les moyens des collectivités locales qui seraient un peu déshéritées, moi, dans leur esprit, j'entends plus les collectivités rurales où il n'y a personne, où il y a un secrétaire finalement qui, le samedi, s'occupe de l'administration, le mardi, va chercher les poubelles, le mercredi, fait la circulation pour les enfants. Et pas du tout dans le cadre d'une situation où on était, je ne vais pas dire bien doté, mais dans les collectivités dites classiques, parce que le constat des collègues, c'est qu'au niveau des services de l'État, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus personne, mais tout ce qui est DDCSPP, etc., ils ont clairement souffert des différentes réformes. Et cette idée d'équipe projet, comme elle était pensée à l'époque, tu sais, d'une dynamique de mise en présence de différentes institutions pour sortir de la logique de CEO et produire et coécrire ensemble un projet, en vrai, moi, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'elle va être traduite. Donc, j'ai vraiment cette dualité, là, finalement, dans l'appréciation entre des orientations qui sont entendables et, pour le coup, le sentiment d'une mise en œuvre ou en tout cas un outil qui, pour le coup, va être très, très, très en difficulté, quoi. Et puis, pareil, juste une question. Tu sais, tu reviens beaucoup sur l'idée du projet de territoire, très opérationnel, où on va dire fort dans 80% des sites.
ça s'appuie sur quoi? Sur juste un questionnaire ou c'est une appréciation qualitative de votre part? Parce que moi, j'ai pas le sentiment de ça. Tu sais qu'en gros, parce que 80%, je vais pas dire que c'est la grande majorité, mais dans mon esprit, c'est le cas. Et moi, j'ai le sentiment souvent de projets de territoire qui ont été écrits, parce qu'effectivement, c'est une obligation, mais très peu portés, en tout cas très peu engageantes finalement, tu sais. Ouais, par projet de territoire. Donc nous, ça c'est une enquête mais qualitative et extrêmement sérieuse de notre part qu'on fait chaque année avant notre convention annuelle. Donc on a un taux de retour de la part des présidentes et présidents qui est assez fort. Et donc on peut tout à fait, bon, voilà, c'est plutôt des chiffres sérieux. Et ça reflète assez ce qu'on entend dans notre réseau national. Tu as raison. Par projet de territoire, alors tu sais que c'est facultatif le projet de territoire. Oui. À la différence d'un PLUI, des documents de planification, là on est sur un document facultatif qui peut effectivement prendre une forme complètement diverse entre, tu as des projets de territoire qui font 100, 150 pages qui sont magnifiques, Rennes Métropole, enfin il y a des projets de territoire magnifiques, d'ailleurs portés par des métropoles, des agglos, des communautés de communes, peu importe les échelles. Tu as parfois des projets de territoire qui sont plutôt des projets de mandat, donc c'est quelques pages, c'est une feuille de route. Et puis tu as parfois des PLUI ou des PLH qui font office de projet de territoire parce que c'est la base, parce que c'est le foncier, parce que c'est l'urbain. Donc voilà, donc et c'est à ça que font référence à chaque fois l'exécutif intercommunal. Donc oui, quand même, c'est assez surprenant, mais c'est plutôt une réalité. Et pour en revenir à ta première intervention, Khalid, c'est ce que, enfin, je le disais tout à l'heure, enfin, c'est la douche froide que j'ai eue ce matin, moi. C'est la dualité, la défiance que tu ressens, et ben finalement, elle était ressentie par mes collègues, la DGS et DGA. Il y avait d'ailleurs Elodie, il y avait d'ailleurs Laurence qui était là avec nous ce matin. Donc oui, il y a effectivement, les services de l'État sont pas prêts. C'est-à-dire qu'ils ont lancé la circulaire, mais ils sont pas prêts. Et ils n'ont pas anticipé. Et donc là, ils sont comment dire, ils sont contactés, ils sont interpellés par les collectivités locales parce que il y a quand même dans beaucoup de régions en France des intercos qui sont très très bien organisés, soit seuls, soit en groupement, et qui ont ont répondu et ont interpellé l'État en disant ouais c'est bon, nous on est prêts, regardez on a les projets, on a notre projet de territoire, quand est-ce qu'on signe? Et les retours c'est ben non attendez, donc effectivement il y a une forme de sidération et qui emmène à la défiance et qui emmène au désespoir si on fait la chute comme ça. Mais c'est vrai, ça c'est une situation qu'il faut prendre en considération et le marché de l'ingénierie de la NCT là, c'est pas du tout ça, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est pas d'envoyer un cabinet 3 jours. C'est pas ça. Donc là, il y a un vrai rendez-vous de la vérité avec la NCT. Tu as raison. Les collectivités, j'espère, enfin, qui seront quand même ciblées, c'est d'abord les communautés de communes, les plus petites, celles où effectivement il y a un DGS, un DGA, 2 cadres et basta. Donc oui, c'est possible que cet appui en ingénierie supplémentaire soit d'abord destiné à ces territoires-là. Sur ces notes peu positives, est-ce que, alors, je vous rappelle que vous pouvez lever la main, sinon vous pouvez poser des questions dans le chat. On avait une question très concrète et assez positive, qui était de savoir si on pouvait envisager des conventions globales avec une programmation d'action d'investissement, plutôt que d'une contractualisation projet par projet. Tu vois, dans le cadre là voilà. Ah oui, non, mais bien sûr, la convention projet par projet, là, c'est à très court terme. Ouais. Et c'est si jamais il y a des projets qui sont matures, qui sont prêts à partir, plutôt que d'attendre une globalité, vous les faites partir tout de suite. Très bien. C'est le risque. Et le risque, c'est ça aussi. Hein. Le risque, c'est d'avoir un nombre de projets important et derrière, d'être sur du saupoudrage. Alors, on a Muriel Rochu qui demande la parole et puis ensuite François. Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Alors, moi, je fais partie d'un EPT en Île-de-France dont les élus ont pour seul but de dézinguer le machin parce que, voilà, globalement, c'est comme ça.
autant vous dire qu'on n'a pas de projet de territoire, ou en tout cas, on a quelque chose qui a un projet de projet, donc on n'a pas grand-chose, et les élus sont pas forcément en très grande demande d'avoir ce type de projet, loin de là. Moi, je vous dis, c'est quand j'ai appris les contrats de relance de territoire, c'est parce que j'ai été dans un groupe d'un centre de ressources. On va le nommer, c'est Profession banlieue. Donc, c'est là que j'en ai entendu parler parce qu'il y avait invité les deux personnes de la préfecture. Et c'est parce que je suis adhérente de la RDSU et que j'ai eu l'information. Donc, moi, j'ai aucune, de notre côté, de la part de nos élus, de notre VP, du VP, de la part de notre N+1, on n'a aucune information là-dessus. On n'est absolument pas en ordre de marche pour faire un projet. Alors, d'ici le 15 janvier, c'est même pas la peine d'y penser, ça c'est évident. Mais je pense que même en septembre, on sera pas prêt. Donc, je ne sais pas comment on va faire avec ça. Et si on n'a pas ça, qu'est-ce qui se passe pour nous? À nouveau, je suis désolé, mais vous êtes les seuls, mais vous êtes dans une situation qui fait que l'État national et l'État régional, surtout l'État régional, n'a pas encore pris de décision sur comment est-ce qu'on organise le plan de relance en Île-de-France. Et tu as raison, Nathalie, pourtant l'Île-de-France, c'est pas une petite région, mais malgré tout, ils n'ont pas pris de décision. Donc, on ne sait pas encore si ce sera porté par la métropole, par la région, par les établissements publics territoriaux, par les communes, par les… La décision n'est pas prise. On est autant dans le lumière que vous. Ouais, je finis parce que quand même, nous, pour le coup, on est toujours dans un contrat de ville en 2022 unique, en tout cas à une ville, enfin, au nombre de villes qu'il y a dans chacun des EPT et des agglos quand elles existent. Donc, on travaille sur quoi? Sur un contrat de ville, sur un projet de territoire, enfin, non, on est vraiment voilà, là, pour le coup, on ne sait pas. Et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va nous demander de faire un truc en l'espace de 3 mois. Alors ça devrait demander 6 mois au minimum, quoi. François, peut-être pour enchaîner? Oui, 2 questions très courtes, je vous rassure. Donc, premièrement, comment faire, parce que c'est vraiment le marronnier de l'année depuis 1994 au moins, comment faire pour faire rentrer des quartiers qui se paupérisent en cours de contrat? Est-ce que cela sera possible? Parce que depuis la première génération de contrats de ville, c'est rigoureusement impossible. On voit des quartiers, voire des villes entières qui se dégradent et on ne peut pas les faire rentrer. Idem dans l'autre sens, ce qui est malheureusement plus rare. Bon, deuxième question. Le devenir et le rôle des habitants et des conseils citoyens seront-ils maintenus? Et si oui, pourront-ils intervenir au-delà de la stricte politique de la ville? Et quel sera leur rôle dans la gouvernance des futurs CRTE? Merci. On est bien d'accord que moi, je suis un technicien. Non, mais tu es devin. Je ne viens pas vendre la soupe du gouvernement ou de qui que ce soit. Je viens juste… Non, mais d'après ce que tu sens. Oui, Ouais. ça, ce sont des questions qui clairement, ça n'a jamais été évoqué. Et à mon avis, c'est pas du tout dans leur focale. Enfin, vous voyez bien le contexte actuel du plan de vaccination, du plan de relance. Pour en arriver à ces sujets-là, bon, on va les laisser nous vacciner. Et puis peut-être après, on parlera de ça. Mais ça, à mon avis, ça relève plus de quelle politique de cohésion urbaine on imagine à l'échelle nationale après 2022. Mais là, ça, ce sont des sujets pour lesquels il faut attendre, malheureusement, l'élection présidentielle. Parce que c'est comme ça que notre pays, en tout cas, c'est comme ça que la politique de la ville, malheureusement, est construite depuis 40 ans. Mais c'est pas du tout, ça n'a jamais été évoqué. Mais même, et ça c'est quand même quelque chose qu'on pourrait… la NCT, dans son volet quartier populaire, est plutôt absente de toutes ces réflexions. Et voilà. Et ce qui revient à dire
que l'intégration des quartiers populaires, l'intégration des politiques de cohésion urbaine dans ces contrats de relance et de transition écologique relèvera simplement de la volonté politique, soit des élus de l'Interco, soit du préfet. C'est tout. Connaissant la manière aussi dont les préfets organisent leurs réflexions et la manière dont ils… Voilà. Ça dépend, voilà, en gros, ça dépend vraiment de la volonté politique du territoire, de la collectivité locale. Voilà. Donc, effectivement, il y a un vrai risque que ces contrats de relance et de transition écologique se fassent sans aucune mention, sans projet relevant des habitants des quartiers populaires. Avec, ce que j'ai vu avec la question, enfin la remarque de Christophe, effectivement, là on est… La grande difficulté, c'est les deux temporalités. C'est le très très court terme, avec un enjeu quand même de programmation d'un montant de crédit, mais qui est colossal. Colossal. Et encore, on n'a pas parlé des crédits européens. On ne s'est pas dit qu'il faut programmer 52 milliards d'euros d'ici 2023. Donc, il y a le très court terme et puis il y a le long terme à l'échelle du mandat. Et moi, je pense qu'il y a des opportunités dans les deux pour les quartiers. Et c'est ma difficulté cognitive, tu vois, c'est ce mélange des deux échelles-là, en fait. Et pareil, donc, du coup, quand je t'écoutais tout à l'heure, je me disais, mais finalement, peut-être le salut de ce projet-là, ce sont les moyens inédits dont tu parlais, tu sais, historiques, etc. Je me dis, c'est peut-être ça, finalement, qui va jouer catalyseur et emmener tout le monde. Mais là, malgré tout, je me dis, il y a encore tellement de zones d'imprécision sur la manière dont ça va être piloté, téléguidé, la spécificité des contrats de ville, la spécificité de l'accompagnement des quartiers, si les contrats de ville finalement disparaissent au détriment d'eux. Et c'est vrai que c'est pas simple et c'est pas évident. Et moi, ma crainte, c'est de me dire, mais finalement, comme il y a les trois temporalités, pas que les deux qu'évoquait Christophe, c'est de dire, mais est-ce que encore une fois, parce que on est quand même encore sur un modèle, je vais pas dire d'appel à projet, mais pratiquement, on va encore se retrouver avec des territoires qui sont en capacité d'eux, comme tu le disais, il y en a qui sont déjà en train d'attendre et qui vont être servis, puisque de toute façon, il y a des moyens et qu'il va falloir les dépenser pour être bien évalués. Et puis les autres qui vont se poser la question, qui vont essayer de poser la question du process, d'aménager, etc. Et qui se retrouveront en fin de course, forcément. Moi, je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, il y a déjà eu une vague de centaines de projets qui ont été validés avant décembre et qui relèvent du plan de relance. Vous les avez, hein, si vous voulez voir quelle tronche ont de quel projet on parle. Je sais qu'ils sont sur la préfecture, en tout cas d'Occitanie. Vous avez 450 projets qui ont d'ores et déjà été cofinancés. C'est très intéressant d'aller voir de quoi on parle. Et ça va de projets de 3 000 euros à des centaines de milliers d'euros, à plus de 500 000 euros. Donc oui, le contrat de ville ne va pas disparaître. Hein. Ça, c'est sûr. L'écosystème, la comitologie, la spécificité, c'est clair que le contrat de ville, il persiste. Mais il ne faudrait pas qu'il ne persiste nonobstant ce qui se passe avec le contrat de relance. Il ne faudrait pas que le contrat de ville continue sa vie comme si de rien n'était. Comme si à côté, il n'y avait pas 100 milliards d'euros, un peu moins. Voilà, il n'y avait pas cette opportunité-là. Je vais passer la parole à Rémi Couzoulon qui a demandé la parole. Et juste avant, une petite question très précise et très technique. Si on dispose déjà d'un contrat de transition écologique, est-ce qu'on peut passer directement à un CRTE? Oui, tout à fait. Dans l'esprit des services de l'État, ils vont partir. Déjà, il faut partir de l'existant. Donc, ce qui effectivement il ressemble le plus, c'est les contrats de transition écologique. Et pour certains, c'est les contrats de ruralité, et pour d'autres, les contrats de ville. Mais voilà, il faut partir de l'existant. Excusez-moi, juste avant Rémi, juste avant de te passer la parole, je rigole parce qu'il y a José de Marseille qui nous dit « Imaginons la pression sur les pauvres services de l'État en région au niveau local. Aidons-les, venons-les alléger de quelques millions d'euros grâce à nos projets de territoire. » Donc voilà, donc, oui. C'était la blague de nos amis marseillais. Rémi, tu as la parole. C'est tout à fait juste. Alors, question très courte, je voulais savoir si on en savait plus sur le milliard qui avait été évoqué avec les élus des banlieues.
Voilà, est-ce que ils étaient très agacés parce qu'ils ont compris que le milliard était dans les 100 milliards et qu'ils n'auraient pas un milliard spécifique? Est-ce que là-dessus, vous avez plus je dirais, de nouvelles et du coup, s'il s'avère que ce milliard est spécifique, comment il pourrait être traité dans le cadre de ce contrat? Alors, ce milliard n'a rien de spécifique. Voilà, c'était de l'affichage, c'était un coup de pub. Non, il n'y a rien. Ce milliard, il est déjà dans les 100 milliards. Ce milliard, c'est simplement l'addition des quelques mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était l'addition des enveloppes qu'ont à disposition les préfets. Il n'y a rien de plus. Et même moi, d'un point de vue, si on pousse la logique un peu plus loin, réclamer 1% pour les quartiers, c'est presque contre-productif quand on est en Seine-Saint-Denis et qu'en Seine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, le plan de relance, il devrait concerner 60% ça devrait être à hauteur de 60% et pas 1%. Donc c'était non, malheureusement, les suites à donner à ce courrier ou à cette manifestation de ces maires ne donnent rien de concret, malheureusement. Je disais qu'il était 15h40, donc qu'on débordait un peu, mais c'est vrai que le sujet est quand même très, très riche. On va prendre d'autres questions et on se gardera un petit peu de temps juste après. On vous enverra un lien dans le chat pour que vous puissiez librement nous dire sur quoi devraient porter nos prochains travaux au sein de l'IRDSU. On va continuer à travailler sur ce sujet-là. On s'est déjà dit avec Romain qu'il fallait qu'on se donne des rendez-vous réguliers pour voir comment la mécanique prenait et comment les questionnements évoluaient sur nos territoires. Donc, il y avait l'idée d'avoir des retours et des rendez-vous réguliers avec la DCF et peut-être avec France Urbaine aussi, avec nos camarades de France Urbaine. Et puis, il faut qu'on voit après, nous, sur quoi vous voulez qu'on avance plus précisément. Alors, dans les questions, il y en a beaucoup. Voilà, en fait, globalement, les questions portent autour de qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire qu'effectivement, comment on gère notre préoccupation qui était celle de l'évaluation finale du contrat de ville qui était à notre plan de charge 2021, comment on séquence ça avec effectivement ce travail à très court terme de dire il y a une opportunité financière inédite et est-ce qu'on peut faire émerger des choses à cette opportunité financière? Et en même temps, comment on travaille pour l'après? On a bien entendu qu'en gros, on enjambait presque 2022 pour passer tout de suite à l'après 2022. C'est vrai que ça reste encore très, très flou dans l'esprit de pas mal de pros autour de cette table. Enjamber 2022, simplement parce qu'on reste quand même sur le mandat local. Donc, le projet de territoire, il enjambe les élections régionales, départementales, présidentielles. Malheureusement, en matière de politique de la ville, on sait que on sait que l'État, évidemment, c'est tout à fait logique aussi, l'État a son mot à dire et que si les contrats de ville ont été prorogés jusqu'en 2022, c'est bien pour finir le mandat du président de la République et attendre le suivant pour voir quelles sont les nouvelles orientations, la nouvelle manière de faire. Mais d'un point de vue très concret, moi je pense qu'il faut forcer le dialogue. Et donc il faut prendre à tâche de ses correspondants au sein des services de l'État en se disant, c'est vrai qu'il y a le risque que notre interlocuteur n'en sache pas plus, voire même, parce que c'est la plupart du temps le cas, en sache moins. Mais il faut absolument que si on veut que la question des quartiers soit intégrée, puisqu'il y a deux contractants, ça peut venir des deux côtés. Donc ça doit aussi venir du côté de l'État. D'accord. Vous avez fait une démarche en direction des présidents d'Interco, enfin de PCI ou des DG sur cette nécessité d'intégrer les quartiers et de ne pas laisser de côté le contrat de ville? C'est juste une question de… tu veux dire, pardon, Karine, vous, à DCF, est-ce que vous avez…
Ouais. Est-ce que vous avez fait, tu vois, une démarche auprès des présidents d'interco en disant, oups là, dans le CRTE, n'oubliez pas quand même les quartiers, n'oubliez pas vos équipes politiques Oui. de la ville? Nous, on rappelle à chaque fois, mais on ne devrait pas avoir à le faire. Et d'ailleurs, on le fait, mais c'est pas. Mais oui, on rappelle à chaque fois que nous, nos responsabilités politiques, institutionnelles, publiques, c'est le développement économique, la transition écologique, les mobilités, l'habitat, la cohésion. Donc, ça fait partie désormais, même si c'est assez récent, mais ça fait partie ça fait pas partie des compétences historiques fondatrices de l'Interco, mais ça fait désormais partie des compétences fortes qui relèvent des intercos. Donc oui, à chaque fois, on le remet. Là, on est dans nos messages, on est plutôt sur les messages d'alerte très globaux. Voilà, sur le CRTE, sur le plan de relance, ne pas louper l'opportunité du plan de relance, quels que soient les projets derrière. On est plus là-dedans. On rentrera plus dans le détail des politiques publiques là dans le courant mais dans nos messages, c'est systématique. Systématique. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers amis professionnels? Je sens une espèce de petite... je crois que tu nous as un peu partagé ton désespoir Non, il ne faut pas. du jour. Non. Je pense que de toute façon, là, c'était hyper riche. Merci beaucoup, Romain, d'avoir partagé avec sincérité et franchise. Et de toute façon, il n'aurait pas fallu faire différemment, puisque tu as en face de toi des acteurs très opérationnels. On est des professionnels. Hein, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on te pose des questions très précises et assez concrètes, finalement, au travers de notre expérience. L'expérience là, du protocole dont on a parlé, c'est parce qu'elle date d'il y a quelques mois simplement, et de se dire, bon, on partage en tout cas les objectifs, les motivations finalement qui sont les vôtres dans cette volonté de faire bouger nos territoires et de ne pas oublier les territoires les plus fragiles en se disant, mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour que ça marche? C'est d'ailleurs pour ça qu'on a évoqué toutes les dynamiques et les expériences qui ont été passées. Je pense maintenant qu'il y a un vrai sujet parce qu'on ne va pas pouvoir, là, le Zoom, c'est génial, mais ça a aussi des limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément mobiliser la concentration de tout le monde pendant des heures et des heures, mais je pense que c'est un sujet qui mérite un autre temps, et notamment en s'interrogeant nous et en interrogeant le réseau IRDSU sur la part qu'on va prendre dans cette démarche-là. On a bien vu qu'il y avait des avis qui étaient divergents sur cette question de l'évaluation, en disant, écoutez, oui, pourquoi pas effectivement sauter et s'engager directement dans une démarche proactive et prospective, finalement, s'engageant dans le futur, parce que malgré tout, on connaît nos réalités, on connaît nos territoires, et comme tu le disais, on fait pas des évaluations, mais en tout cas des bilans annuels, donc on a quand même une maîtrise et une mesure de ce qui se passe. On n'est pas complètement déconnecté. Malgré tout, d'autres te disent, oui, mais c'est hyper intéressant parce que ça engage une dynamique, et finalement, l'évaluation qui est lancée, c'est elle qui engage le diagnostic, mais qui engage déjà la démarche de lancement de projet, en fait, de gestion de projet. Et c'est vrai qu'en matière de méthode, il y a plus toutes finalement les questions de cohabitation, parce que même si tu le dis, effectivement, il y a des urgences, il y a aussi nos urgences à nous. Là, moi, je prends mon exemple, mais juste très particulier, qui n'est pas forcément partagé par tous les acteurs, mais moi, je suis en plein réception de l'appel à projet qui va mobiliser, du contrat de ville, hein, qui va mobiliser un peu. On parle de comitologie, vu que là, on est en mode distanciel, je ne sais même pas comment est-ce que je vais organiser ça, probablement des copies, des cotecs, des trucs en visio. Ça va être la première fois, puisque nous, l'année dernière, on avait tout organisé avec les élections avant la pandémie. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on organise tout ça. Mais donc, une réalité aussi très opérationnelle qui fait que nos temps ne sont pas complètement disponibles pour tout ça. Et donc, je pense qu'il y aura un vrai enjeu à réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on s'engage dans cette dynamique-là, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on en fait. Parce que comme tu le disais, je pense que si on n'y va pas nous, en vrai, moi en tout cas, pour ma part, hein, pour ce que je pressens et ce que je sens, je pense qu'on va attendre longtemps. On va attendre longtemps. Et donc voilà. Mais je pense que ça mérite vraiment un deuxième temps d'échange très opérationnel. On a été informés.
on a déjà fait part un peu de nos inquiétudes, de nos interrogations, etc. Et là, il y aura vraiment un modèle, mais proactif, en disant, quid, une fois qu'on a tout ça, comment est-ce qu'on s'organise, qu'est-ce qu'on fait et quel discours porte l'IRDSU, quitte à aller solliciter et ressolliciter les instances décisionnaires pour leur faire part de réalités très concrètes et très opérationnelles. Quand tu parlais d'équipe projet, il y a projet, oui, mais il y a aussi équipe. Et quid des équipes, comment est-ce qu'elles s'organisent, comment elles se structurent. Et je pense que tout ça, c'est hyper important. Mais regarde, Stéphane disait dans le chat, il faut mettre le pied dans la porte, c'est clair. Mais il faut aussi rappeler à nos élus, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, ou au service de l'État, l'urgence sociale, enfin, les conséquences du confinement, les conséquences de la crise sanitaire dans les quartiers. C'est évidemment, tout le monde est touché, mais comme la concentration, mais c'est pas vous que je vais le dire, mais c'est un argument en plus pour dire c'est pas possible de ne pas mettre dans ce contrat-là des projets qui touchent aux populations qui ont été les plus frappées par la pandémie et ses conséquences. Donc, ce serait irresponsable. Donc, mais tu as raison, Khalid. Si nous, on n'y va pas certain que spontanément, tel ou tel élu ou tel préfet y pense selon les configurations locales. Je ne veux pas m'engager. Mais c'est pour ça que je le dis, parce qu'il y a cette double tension. Il y a spontanément, ils n'iront pas. Et moi, spontanément, en tant que gestionnaire opérationnel, j'ai pas envie d'y aller. Tu vois, tout de suite. C'est-à-dire que j'entends la philosophie, j'entends l'intérêt, mais de me dire, punaise, vu le calendrier qui est tellement restreint, tellement serré, et l'ambition tellement immense, est-ce que je vais pas mobiliser de l'énergie, mais à perte en fait, en mettant en péril quelque chose. Et donc, alors que si on y va en tant que réseau et qu'on en fait finalement une force collective, là on est 50, on est à peu près cinquantaine de territoires là, en se disant l'IRDSU avec sa capacité de toucher des centaines de territoires, on en fait un sujet en disant il y a mobilisation pour les quartiers en se saisissant de cette opportunité-là, quitte à en déformer les modalités d'application que tu nous as proposées qui clairement moi me paraissent trop tendues. Tu vois, juin pour moi c'est demain, donc c'est vrai que pour moi ça me paraît complètement impossible. Se dire mais finalement on s'en saisit quand même et on en fait quelque chose au service de nos territoires. Mais on joue avec, on va dans la cour des grands, on joue avec les règles du jeu telles qu'elles sont présentées. On se met pas un truc à côté, on crée pas un truc à côté, on vise le contrat de relance et on vise ce dialogue à haut niveau entre l'État et la collectivité. Parce que le risque, c'est, quand j'en discute avec d'autres, voilà, c'est de créer même, mais l'initiative là du groupe de Grigny, elle est presque contre-productive. Pourquoi demander quelque chose de spécifique? Non, il n'y a rien de spécifique. Enfin, ça devrait être le cœur. Ça ne devrait pas être le 1%. Dans la démarche aussi, c'est pour ça que nous, on a été associés, mais on a refusé de signer pour ces raisons-là. Parce que non, c'est pas spécifique, c'est pas à côté, c'est en plein dedans. Et ça relève de la responsabilité de chacun. Bon. Mathieu vous a partagé dans le chat le lien vers le Google Form qu'on vous demande donc de remplir. Il y en a pour 10 secondes. Et puis, il y a José qui demande la parole. Ouais, je voulais juste appuyer sur ce que disait Romain, salut Romain, tout à l'heure, sur le fait qu'il fallait prendre attache auprès de ses interlocuteurs locaux. Effectivement, il y a un intérêt stratégique à y aller en réseau, mais localement, il y a un intérêt à se faire identifier déjà. Donc moi, j'appartiens à une grosse collectivité locale, je pense que j'ai pas cette difficulté-là. Par contre, des petites collectivités, il faut qu'à un moment donné, on mette un visage sur une fonction et qu'en face, ce que je disais tout à l'heure sous forme de boutade n'en était pas vraiment une en fait. On a déjà assisté après la crise ou pendant la crise à une espèce d'ouverture des vannes où en fait c'est devenu une problématique, une urgence pour les services de l'État que de dépenser. Et si le contrat, lui, n'est pas opposable au tiers, par contre, les services de l'État se font taper dessus quand ils dépensent pas les sommes qu'on leur alloue. Donc, quelque part, on est plus une réponse et une solution à leurs problèmes à eux. Et oui. Et il faut y aller comme ça. Oui. Ils seront toujours très contents d'avoir des projets à financer, quoi. Donc, localement, c'est important d'être identifié en tant qu'acteur professionnel. Je ne dis plus rien. Et un dernier truc, peut-être aussi, quand je disais on interroge notre fonction IRDSU, notre réseau,
Et je pense, tu sais, par rapport à ce que tu disais, Romain, très très juste, de ne pas construire quelque chose d'à part. Je pense que vous aussi, à DCF, et notamment toi, dans ta fonction d'animation, inviter les présidents et les collectivités à identifier les acteurs du DSU comme des acteurs et des partenaires de ces contractualisations-là. Tu sais, parce que ce n'est pas le cas partout. Non, c'est vrai. Ce n'est pas le cas partout. Tu as tout à fait raison. C'est pas le cas partout. Et on le sait, on en a déjà parlé plein de fois tous ensemble. Il y a le sujet dans les intercos plutôt à dominante rurale avec où le contrat de ville, le quartier, c'est la ville-centre. Et OK, ça c'est clair. Mais ce matin, et ça c'était très intéressant, parce que même ce matin, donc il y avait plusieurs DGS déjà, il y avait le DGS de la communauté de communes du pays Foyen. Donc c'est en Gironde, c'est une toute petite comcom. Ouais, Stéphane, eh ben lui, il a dit, moi je vais m'engager, moi, comcom, je vais m'engager dans le CRTE grâce à mon contrat de ville. C'est mon contrat de ville qui m'a permis de m'acculturer à la logique contractualisation. Donc, heureusement, j'ai ça, j'ai un gars, je vais pouvoir m'engager rien que grâce à ça. Alors que c'est enfin Stéphane, tu le connais mieux que moi, c'est un territoire rural, c'est une communauté de communes. Et ça a été redit par d'autres aussi ce matin. C'est nous qui avons cette culture. C'est nous, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est un argument choc. Enfin, ça, c'est plutôt un argument de côté professionnel. Et puis après, il y a l'argument politique, des habitants des quartiers. Mais tu as raison, Khalid, tu as raison. Merci. Je pense qu'on arrive au terme de notre décryptage numéro 2. Yes. Tout à l'heure, Romain l'a souligné. 2 sujets très différents, mais très en lien avec la réalité et les 2 très riches. Eh bien, écoutez, merci à tous. Donc, n'oubliez pas, il y a le lien pour répondre au petit questionnaire. On vous laisse encore 5-10 minutes avant on va laisser la salle ouverte pendant 5-10 minutes pour que vous puissiez le compléter. Et puis, on a donc nous prochain rendez-vous IRDSU, on a un conseil d'administration le 29 janvier. On va reparler de ce moment-là. Et Romain, on reviendra vers toi aussi, bien sûr. N'hésite pas à revenir vers nous pour voir comment on prolonge. Il faut qu'on voit aussi avec nos amis des centres de ressources qui étaient là aujourd'hui. Il y a Stéphane qui est là. Je crois qu'il y avait aussi Vincent qui était là. Enfin, qu'on regarde comment on peut tous, chacun avec nos moyens et nos capacités. Nos réseaux. Oui, et nos réseaux, et qu'on fasse bien effectivement œuvre commune. Et puis, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas non plus à nous les renvoyer et on pourra toutes les compiler. Romain, on va toutes compiler, on va toutes remettre en ordre. Et comme ça, tu auras quand même aussi la base des questionnements très précis et très opérationnels que se posent les équipes. Ça peut être intéressant avec plaisir. À relayer. Oui. Eh ben, merci à tous. Merci à puis, donc, remplissez bien votre petit formulaire. Et puis, rendez-vous normalement en mars, le premier vendredi du mois de mars, pour le prochain décryptage.